La 22e conférence sur le climat a refermé ses portes sous fond d'engagement ferme des négociateurs à Marrakech au Maroc. Les pays présents, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés à redoubler d'efforts afin de maintenir en deçà des 2 degrés la température de la planète. Et en économie, nous parlerons des enjeux du premier forum économique des startups africaines. Et nous irons à Grand Bassam pour parler de l'Abissa, comment assurer la sauvegarde du statut de patrimoine de l'UNESCO du quartier France de Grand Bassam. La question était au centre d'une conférence animée par le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Et en sport, football, la CAN féminine 2016 a démarré aujourd'hui au Cameroun. Le pays organisateur a bien commencé la CAN 2016 dames. Les Lions ont battu en match d'ouverture cet après-midi à Yaoundé les Égyptiennes sur le score de 2-0. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi RTI 1. Nous parlerons cinéma dans la page culture. Le 7e art est en fête. Abidjan et Grand Bassam abritent la 5e édition du Festival international du film des lacs et lagunes. Le Festilag, démarré mardi dernier, s'achève aujourd'hui. La promotrice de l'événement, la comédienne Nakissi Savané, vise à travers ce festival la relance du cinéma ivoirien. Mais qu'en est-il 5 ans après? Le Festilag a-t-il réussi à booster le 7e art ivoirien? Que s'est-il passé à ce 5e Festilag? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité le délégué général du Festilag, M. Koulibaly Keletigui. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. À tout à l'heure donc pour l'entretien. Merci. Tout d'abord, direction le Maroc qui vient d'abriter la COP22. La 22e conférence sur le climat a refermé ses portes avec un engagement ferme des négociateurs. Les pays présents à Marrakech, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés à redoubler d'efforts afin de respecter l'objectif de l'accord de Paris, à savoir maintenir le réchauffement de la planète en deçà des 2 degrés. Un appel à la solidarité a été lancé pour venir en aide aux pays les plus touchés par le changement climatique. Reportage, Mamadou Kouassi. Le rideau est tombé sur la COP22, la 22e conférence des Nations Unies sur le climat. Cette conférence des parties qui s'est voulue la COP des actions a tenu toutes ses promesses. Les négociations entre les différentes parties ont abouti à des recommandations appelées la déclaration de Marrakech. Les acteurs non étatiques et les gouvernements s'associent pour stimuler l'action climatique, choses qui vont accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Des décisions qui prennent en compte la volonté des États à maintenir la hausse de la température mondiale en dessous des 2 degrés Celsius. Construire un monde moins pollueur pour sauvegarder la planète à travers des actions d'envergure. Dans ces engagements, une place essentielle est accordée aux collectivités à travers leur accès aux différents fonds d'adaptation. Nous, partis pays développés, réaffirmons l'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars. Nous, à l'unanimité, demandons d'autres actions et mesures de climat bien avant 2020 en tenant compte des besoins spécifiques et des circonstances particulières des pays en développement, des pays les moins avancés et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs du changement climatique. La délégation ivoirienne conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, se félicite de ses engagements mais aussi de l'évolution des négociations. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Côte d'Ivoire garde espoir pour le financement de ces projets. Il est prévu que tous les 5 ans, à partir de 2020, il y ait un point qui soit fait pour savoir où est-ce que nous en sommes avec donc la diminution des gaz à effet de serre, mais également aussi avec la mobilisation de ressources qui permettent donc de concrétiser le transfert de technologie et le renforcement des capacités. La société civile, représentée par des centaines d'ONG, salue cette déclaration de Marrakech, mais invite à plus d'actions sur le terrain pour sauvegarder la planète. Après Marrakech, rendez-vous a été pris pour Bonn, ville allemande pour la COP23. Une COP qui sera organisée par les îles Fidji en territoire allemand, car ce pays ne dispose pas de toutes les commodités pour accueillir un tel événement. Des avions bio, électroniques, de plus en plus présents dans le ciel. Voilà un autre engagement pris lors de cette COP22, dite COP de l'action à Marrakech. Le but est de réduire considérablement la pollution de la planète, une pollution à laquelle contribue le secteur de l'aviation. Les constructeurs aéronautiques se sont donc engagés à fournir des efforts pour la réduction des gaz à effet de serre. On retrouve notre envoyé spécial à Marrakech, Mamadou Kouassi. À ce rendez-vous de Marrakech sur le climat, nombreux sont ces experts des différents secteurs d'activité qui se sont réunis, des constructeurs automobiles aux acteurs de l'aviation. Tout le monde veut apporter sa contribution pour ce combat pour la sauvegarde de la planète. Des techniques sont mises en œuvre
pour la production de véhicules et de motos électriques. Des initiatives pour réunir l'émission de gaz à effet de serre et le secteur de l'aéronautique. Grand pollueur prend des dispositions pour soutenir les actions climat. L'avion pollue 3 fois plus que la voiture en valeur relative. Les compagnies aériennes ont convenu de faire des efforts de réduction de au moins 1,5% des émissions de CO2 et d'oxyde d'azote jusqu'en 2020, avec pour objectif d'atteindre la neutralité en émissions de CO2 à partir de 2020. Le secteur de l'aviation constitue une menace pour la planète car émetteur de CO2. Des engagements sont donc pris avant la mise en œuvre des futurs projets. Les constructeurs d'avions doivent construire des avions de nouvelle génération. Même le fuselage sera remodelé. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent avoir des moteurs hybrides pour en arriver à des avions totalement électriques et qui vont utiliser du kérosène bio, du kérosène vert. Et donc, oui, l'aviation de demain, l'avenir, c'est ça. Et c'est pour ça que les constructeurs travaillent dès maintenant, en faisant en sorte que l'avion de demain soit un avion totalement vert, qui s'inscrive dans le développement durable. Toutes ces innovations sont les résultats de plusieurs jours de réflexion d'un groupe de haut niveau d'experts de l'aviation. Un groupe restreint avec seulement 4 Africains, dont notre compatriote Jean-Kwasi Abonoa. Et notre rencontre vient de s'achever à Luanda, en Angola. Il s'agit de la première conférence exposition sur le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. Parmi les participants, 6 pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains, présidée par la Côte d'Ivoire. Les participants ont recommandé à la fin des travaux plus de contenu local dans les activités pétrolières et gazières des pays africains. On en sait plus avec Christelle Menant. Une moyenne de 30% de contenu local dans les activités pétrolières et gazières des pays africains producteurs de pétrole d'ici 2030. Et 3 jours pour explorer et forer le sujet à Luanda, à la première conférence exposition sur le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. Logistique, construction métallique, assistance juridique, banque et assurance, c'est une multitude de services qui peuvent être proposés localement. À travers des PME et PMI locales, le pays producteur acquiert ainsi plus d'emprise sur la chaîne d'exploitation de ses ressources en pétrole et gaz. Communication et partage d'expériences ont permis de soulever plusieurs questions à traiter dans cette optique. Bâtir une main-d'œuvre locale plus qualifiée à travers la formation et, entre autres, élaborer un cadre légal et institutionnel de promotion du contenu local. La plupart des opérateurs présents dans nos pays sont là sur la base d'un contrat, en général des contrats de partage de production, qui leur fixe un certain nombre d'exigences. Mais je veux dire, cette loi sur le contenu local-là viendra donc au-dessus pour permettre donc à nos États de pouvoir suivre, évaluer et nécessairement sanctionner ceux qui ne respecteraient pas, je veux dire, les dispositions prévues par cette loi sur le contenu local. 250 participants représentent à cette conférence des compagnies pétrolières et gazières internationales, des sociétés de services et 6 des pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA. En marge de l'événement, une rencontre avec le ministre angolais du pétrole a permis d'échanger sur les relations avec la Côte d'Ivoire dans le secteur du pétrole. Angola est représenté au niveau de l'actionnariat de la société de raffinage en Côte d'Ivoire. Notre souci, c'est qu'il y ait une réactivation aussi de ces sièges. Nous avons établi des accords et je pense que nous avons besoin de revitaliser les accords pour approcher notre coopération, pour approfondir la coopération entre Angola et la Côte d'Ivoire. La conférence sur le contenu local sera un rendez-vous annuel à Luanda pour les membres de l'APA. L'association connaît un nouvel essor sous la présidence de la Côte d'Ivoire. Parmi les priorités, l'organisation du premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'APA. Le fonds AGF, Fonds africain de garantie, envisage de mettre à la disposition des banques ivoiriennes jusqu'à 300 milliards de francs CFA pour financer les PME. L'objectif visé est faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest, notamment les PME ivoiriennes. Explication Francis Boifo. Les experts du monde de la finance africaine estiment à plus de 90 000 milliards de francs CFA le besoin de financement des petites et moyennes entreprises PME sur le continent. Des stratégies ont été mises en place par le Fonds africain de garantie, Fonds AGF, pour soulager les PME à travers les banques nationales. Les dossiers sont analysés par les banques et soumis. Les ressources sont dans les banques. Ce sont les banques qui ont besoin de confort pour pouvoir mettre les ressources à disposition des PME, pour ne pas rallonger le processus
et alourdir les frais, les coûts de financement des PME, il est important que les banques aient déjà ce confort-là et qu'elles ne puissent pas le répercuter sur les PME. Le fonds AGF finance les entreprises privées relevant des domaines d'activité autorisés par la loi de chaque pays. Ce fonds se caractérise par la garantie qu'il accorde aux banques. Nous apportons une garantie au maximum égale à 50%, voire 75% dans certaines conditions, parce qu'il ne faut pas déresponsabiliser les banques. Il ne s'agit pas de pouvoir prendre le risque des banques et le mettre sur AGF. Il s'agit de partager le risque. Si vous croyez à un projet, vous prenez un minimum de risque. Nous venons pour pouvoir parer à l'incertitude que personne ne peut gérer. Dès l'instant où ça ne marche pas, ils nous saisissent, immédiatement nous déboursons 50% de ce que nous leur avons promis. Et dès qu'ils auront fini de pouvoir explorer toutes les possibilités de couvrir leur prêt, ça dure en général 1 mois, 2 mois, on les dédommage la totalité des fonds. C'est pour ça que la garantie est liquide et qu'elle évite aux banques d'aller utiliser des sûretés réelles qui sont quelquefois difficiles à mobiliser. Les responsables du fonds AGF ont l'intention de mettre à la disposition des banques ivoiriennes entre 30 et 300 milliards de francs CFA pour le financement des PME. L'Afrique, ces dernières années, se révèle être une terre d'opportunités pour les porteurs de projets et autres investisseurs. Et l'une des solutions pour le développement reste l'entrepreneuriat, d'où la création des entreprises innovantes, les startups. On voit cela avec notre reporter Franck Wadio. Le pôle scientifique et d'innovation technologique Félix Houphouët-Boigny de Bingéville, transformé en vaste champ expérimental pour start-up, ces jeunes entreprises à fort potentiel. André est associé à un projet bioénergétique. Produire du gaz domestique à partir de déchets rejetés dans les fosses septiques. Et dans la fosse septique, nous créons des conditions de telle sorte qu'il y ait une production de gaz à l'intérieur. Et ce gaz, nous l'acheminons dans votre cuisine pour pouvoir cuire des aliments. Aussi, ce même gaz-là, on peut l'utiliser pour pouvoir produire de l'électricité à partir d'un générateur. Sur l'espace, plusieurs porteurs du projet. Par exemple, ces toilettes autonomes pouvant contenir 300 litres d'eau et des solutions pharmaceutiques pour enfants autistes. La déficience intellectuelle qu'on appelle encore le retard mental qui est classé en 4 degrés en fonction du quotient intellectuel. Donc le premier degré est le retard léger qui concerne les enfants qui ont des difficultés scolaires mais qui arrivent à s'intégrer dans la vie à l'âge adulte. Donc c'est des pathologies qui se corrigent. Des entreprises encore fragiles car ne bénéficiant pas de couverture financière consistante. Et justement, ce premier forum économique des startups vient vulgariser l'instrument. Les économies traditionnelles commencent à connaître des ralentissements. Donc il faut promouvoir donc les startups dans l'innovation, dans la créativité pour pouvoir développer de nouveaux services adaptés aux réalités et aux besoins donc de l'humanité. Thème choisi, le rôle des startups dans le développement des pays africains. Et cela a raison, le secteur est en pleine extension ailleurs dans le monde. Quand vous prenez Toulouse en France, pour 3000 startups, ils ont créé 38 000 emplois. Il faut que les pouvoirs publics aujourd'hui nous encouragent. 250 startups donc à ce forum de Bingéville, échanger et faire connaître l'innovation en Afrique. Il prend fin le 26 novembre prochain. Nous sommes bien le 19 novembre aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants. La Côte d'Ivoire met l'accent sur la sensibilisation pour le respect des droits des enfants, notamment les enfants handicapés. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant mène des actions pour améliorer la condition des enfants. Davis Oyo, Delphine Bla. 1 600 000 personnes vivent avec un handicap en Côte d'Ivoire. Parmi ces personnes, 25 665 enfants non scolarisés. Des enfants qui vivent principalement avec des séquelles de la poliomyélite, des traumatismes physiques, des malformations à la naissance ou des retards dans leur développement physique ou mental. Certains parmi eux sont encore confinés à la maison. Aujourd'hui, journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants, le monde entier marque une halte pour examiner les droits des enfants handicapés, le devoir de les protéger et de les promouvoir. Familles, communautés, secteurs publics et privés, partenaires au développement, ONG et associations sont invités à protéger les enfants vivant avec un handicap. L'objectif est de leur garantir la pleine jouissance de leurs droits et l'exercice de leur citoyenneté.
Une autre journée célébrée aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'homme. Cette journée a été créée en 1977 pour pallier les inégalités entre hommes et femmes. À l'occasion de cette journée, notre équipe de reportage s'est intéressée aux hommes qui ont décidé de briser le tabou d'exercer ces métiers dits de femmes, des hommes qui tressent, qui fument du poisson et ils exercent les activités avec passion. Sita Soro. Table bien garnie, des poissons bien disposés, baignant dans une odeur délicieuse, ne laissant indifférente aucune personne arborant la rue. Nous sommes dans la commune d'Abobo, chez Victorien, vendeur de poissons grillés, communément appelé poisson braisé. Ce métier, il l'exerce depuis 4 ans maintenant. Victorien fait partie de ces hommes qui exercent des métiers dits de femmes. S'il s'est investi dans cette activité, c'est grâce à son frère qui, contrairement à lui, a abandonné le métier au bout de quelques temps. Qui me motivait à chaque moment de venir, on va vendre. Je ne voulais pas. Je me suis dit que c'est un travail de femme. Donc je ne voulais pas, il m'a motivé qu'il y a l'argent dedans. Donc je suis venu l'aider et après ça, il m'a laissé le coin, ça ne marchait pas. Et quand j'ai pris le coin, ça a commencé à marcher. À force de persévérance, le poisson de Victorien est devenu incontournable pour sa clientèle. Il fait bien ce poisson et puis il a tiqué. Il est propre. Souvent, je viens avec ma femme pour payer. Et ma femme a aimé. Ce sont des garçons battants. Donc ça m'a plu, ça m'a attiré. Et j'ai goûté leur poisson. J'ai vu qu'en tout cas, c'est doux. Et c'est bien fait. Pour l'aider, Victorien a fait appel à un cousin. Celui-ci a d'abord eu des appréhensions avant de s'investir à son tour. Moi, j'étais à Makori. Un jour ici, là, il m'a appelé et dit « Ah, comme tu es à Makori, tu ne fais rien. Viens m'aider, moi, j'ai trouvé un coin pour vendre du poisson à la braise. » Moi, j'ai dit « Ah, on commence ça pour vendre poisson à la braise. Ça, c'est le travail de femme. » Il dit « Non, il n'y a pas de saut métier. Il suffit que tu gagnes un peu. Ça, c'est l'essentiel. » Je dis « Ok, il n'y a pas de problème. » C'est par là que je suis venu et commencé à l'aider. Eux ont dit « Bon, ça va. On s'en sort. On arrive à faire nos petites dépenses. En tout cas, on ne se plaint pas. » Michel, quant à lui, rêvait de devenir footballeur professionnel. Un rêve qu'il n'a pu réaliser après ses études. Aujourd'hui, il est secrétaire dans une clinique. Un métier qui fait son bonheur. Il n'y a pas de honte dans ça pour dire qu'on est secrétaire médical, assistant. Non, il n'y a pas de honte dans ça. Par exemple, chaque fin du mois, quand tu travailles, on te paye, tu vas chercher ton argent, tu es content. Alors, c'est pour faire quelque chose. Il faut être fier de ça pour ne pas te décourager. Marié et père de 4 enfants, Pamphile, esthéticien, ne voit pas son métier comme étant réservé qu'aux seules femmes. Cependant, il est confronté à des préjugés qu'il affronte au quotidien. Il y a des clientes qui me demandent « Est-ce que tu es gay ?» Je ne suis pas gay, ça ne m'est jamais venu en idée. L'étude que nous avons faite, c'est une étude noble. De son côté, Aziz est coiffeur. Il coiffe les femmes depuis 5 ans. La beauté féminine n'a plus de secret pour lui. On fait toutes sortes de coiffures, tresses, pédicures, manucures. Concernant les druides aussi, puisque il y a certaines dames qui aiment les druides naturels aussi. Vous faites les chillons? Oui, on fait tout, les chillons. Un travail qu'il exerce mieux que les femmes qui sont dans le domaine, selon une cliente totalement conquise. Des fois que je vais chez les dames, ce qu'il lui fait, les femmes ne font pas. Donc je préfère venir me traiter chez lui qu'aller chez les dames. Homme qui coiffe des femmes, secrétaire, vendeur de poissons braisés, esthéticien et même maïeuticien. Autant de métiers il y a quelques années que l'on ne pouvait attribuer aux hommes. Aujourd'hui, Journée internationale de l'homme, une journée pour briser tous les stéréotypes. Les professions sont devenues mixtes aujourd'hui. Il n'existe plus des métiers réservés aux hommes ou aux femmes. Les barrières sont donc tombées. Voilà, ces hommes qui ont donc brisé le tabou, c'était un reportage signé Sita Soro. Et ce samedi 19 novembre, c'est aussi la journée mondiale des toilettes. Nous allons sillonner quelques toilettes publiques pour voir leur utilisation et entretien. Dans les hôpitaux, les établissements ou à proximité des marchés, ces toilettes existent, mais dans quel état? Astou Touré a fait le constat pour nous. Les toilettes publiques à Abidjan, on en trouve partout, dans tous les coins de rue. Elles sont dans les écoles, les centres hospitaliers, mosquées et dans les marchés. Si par le passé les WC publics se faisaient rares, aujourd'hui la tendance s'est inversée. On ne peut pas aller toujours à la maison revenir, donc on est obligé de s'en servir. Quand, en cours de route comme ça, quand on a envie de pisser, bon, une fois qu'on ne sait pas où il faut aller, on est obligé de rentrer
faire à la toilette là pour te soulager. Bien qu'accessible à tous, l'hygiène dans les toilettes publiques laisse fortement à désirer. Des bouilloires ça et là et des bols plastiques à l'entrée servant à se nettoyer ou à rendre propre selon eux l'espace en y versant le maximum d'eau après plusieurs passages. Dans les écoles, le constat est le même sinon pire. Les plus grandes victimes sont les écoliers. Certains, de peur de tomber sur des asticots, des cafards ou d'autres bestioles, préfèrent se soulager dans la nature ou encore résister jusqu'à la maison. Les toilettes sont sales. Quand nous on a besoin de faire quelque chose dans les toilettes, nous sentons. Souvent d'autres font au bord de la route. Souvent d'autres sont derrière l'école pour aller faire. Souvent d'autres même quand chez eux ne sont pas loin, ils s'en vont à la maison, d'autres dans les WC publics. Tout le monde reste impuissant devant la situation. Les enfants même ont peur d'aller aux toilettes parce qu'ils peuvent sortir avec des infections. Ils se débrouillent. Il y en a qui défèquent même sur eux en classe. Dans les toilettes publiques des marchés ou autres coins de rue, hommes et femmes ne parlent pas de distinction de sexe. Il n'y a pas de toilette entre un homme et puis la femme, tout le monde entre. Où tu trouves, où c'est vide, tu rentres. Quand quelqu'un sort, souvent c'est rempli. Donc à cause on ne peut pas trier. Dans les mosquées, le constat est tout autre. L'islam n'aime pas quand les hommes et les femmes se mélangent. Voilà pourquoi ils ont séparé. En tout cas, nous, ça nous plaît beaucoup. Ils ont mis douche des hommes à part, douche des femmes à part. Les hommes et les femmes, tu sais, il y a un contact qui peut se passer tant que ça ne te plaît pas. Mais tu peux voir quelque chose. Quand les yeux voient là, ça devient une autre chose. Le coût d'accès varie selon les lieux. Certains clients négocient une réduction, gage de leur fidélité. D'autres se soulagent vite fait. En cas de monnaie, ils promettent de revenir une prochaine fois pour une autre utilisation. À Adjamé, Abobo et Trècheville, certains gérants offrent même en plus un service additionnel. On se lave, on se met bien ici, on se libère, tout. Tout le monde ne supporte pas l'eau froide. Il y a des gens qui demandent, quand ils viennent, ils demandent seulement que l'eau chaude. L'absence des toilettes publiques propres à Abidjan se pose avec acuité. Et cela a de graves répercussions sur la santé des utilisateurs. Pour la miction et puis pour les sels, vous voyez que quand on parle de miction, ce sont les MST, on peut attraper des MST. Pour les sels, on peut attraper tout ce qui est maladie diarrhéique, comme le choléra, comme la fièvre typhoïde et autres. Et puis aussi, puisque souvent on s'assoit sur les toilettes, on peut avoir des maladies cutanées, comme la gale et autres. Cependant, au plateau, centre des affaires et même dans certains quartiers d'Adjamé, quelques latrines sécurisées sont visibles au grand bonheur des usagers. C'est mieux, c'est propre. L'hygiène est bien. Souvent, c'est les grains standés et puis ça nous fait beaucoup plaisir. On a l'impression qu'on est chez soi à la maison. Et puis ça permet de nous mettre un peu en l'aise dans tous les cas-coins du plateau, quoi. Pour éviter toute forme d'infection contagieuse, il est impératif de posséder des gestes de prudence, comme toujours avoir sur soi un désinfectant et du papier toilette pour éliminer d'éventuelles bactéries ou autres déchets. Les épouses des membres du gouvernement ivoirien réunis au sein de l'amicale des épouses des ministres donnent l'exemple à l'occasion de cette journée mondiale des toilettes. Elles ont réhabilité des latrines dans des groupes scolaires du district d'Abidjan. Le reportage de Thomas Kessambi. Journée mondiale des toilettes, une journée insolite pour une réalité dramatique. Un tiers de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes. Un scandale qui a des conséquences lourdes sur la santé et qui n'épargne malheureusement pas la Côte d'Ivoire. Pour l'éducation, l'environnement et la dignité des personnes, notamment des élèves, l'amicale des épouses de ministres veut agir. À l'occasion de la célébration de la journée pour cette année 2016, l'amicale a réhabilité des latrines dans des groupes scolaires du district d'Abidjan. Pour Ami Tungara, présidente de cette amicale, il est plus qu'impérieux d'améliorer les conditions d'études des élèves. Nous devons tous vraiment nous engager pour faire quelque chose de propre, uniquement et surtout vraiment pour la santé de nos enfants. Nous avons les mêmes responsabilités devant nos enfants. Nous devons nous donner la main pour pouvoir entretenir ces petits joyaux que nous avons apportés pour la santé de nos enfants. Geste apprécié des acteurs et partenaires du système éducatif, les responsables de comités de gestion des établissements secondaires donnent ici à l'amicale l'assurance de tout mettre en œuvre pour préserver les acquis de l'école, au nombre desquels les latrines réhabilitées.
Au même titre que l'accès à l'eau potable, l'assainissement est aujourd'hui un enjeu crucial auquel s'attaquent les gouvernements et la communauté internationale. Je vous propose de passer maintenant à l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Parlons des législatives du 18 décembre prochain. La direction du RDR, le Rassemblement des Républicains, a rencontré aujourd'hui même les responsables locaux du parti. Une réunion d'explication après la publication de la liste des candidats au scrutin du 18 décembre prochain. Depuis la publication par le RDR de la liste de ses candidats aux législatives du 18 décembre prochain, un vent de mécontentement semble souffler sur la case des Républicains. De nombreux militants ne comprennent pas certains choix opérés par leur parti et ne se font pas prier pour le faire savoir. Ce vent de mécontentement, le secrétaire général par intérim du RDR tient à le contenir maintenant, d'où cette rencontre au siège du parti à Cocody, rue Le Pic. Nous avons profité naturellement de cette réunion d'interpeller nos départementaux afin qu'ils ne soutiennent ni n'accompagnent une liste indépendante. Qu'au bout de ce processus, que nous mettions à la disposition du chef de l'État une majorité RHDP solide pour continuer la construction de notre nation dans la paix et dans la solidarité. La séance d'explication entre Amadou Soumaoro et les secrétaires départementaux semble avoir été un succès. J'ai été convaincu parce que ce qu'il a dit est la vérité. C'est vrai que quand tu n'es pas retenu comme moi, ça grogne, on est fâché, mais quand tu prends du recul, tu sais que c'est la vérité parce que nous-mêmes, on n'a pas pu s'entendre. Nous allons tenter de convaincre les bases pour nous amener à la victoire finale. Tout a été expliqué de manière claire par le secrétaire général par intérim. Je crois que nous, militants, si nous voulons vraiment la survie de notre parti, c'est de suivre le mot d'ordre du secrétaire général. Ils se sont parlé, ils se sont compris. Le linge sale a été donc lavé en famille et le RDR peut envisager les législatives avec beaucoup plus de sérénité. Reportage réalisé par Georges Ibrahim Tonkara et Abou Sanogo. Loin de la Côte d'Ivoire, en Ouganda, au moins 10 personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation sur le lac Albert. Les victimes étaient 6 femmes et 4 hommes. L'embarcation surchargée a chaviré dans la nuit de jeudi à vendredi. 21 personnes étaient à bord. Les secouristes ont donc pu récupérer les 10 corps et sauver les 11 survivants. Les naufrages de navires sont relativement courants sur le lac Albert que se partagent l'Ouganda et la République démocratique du Congo. En mars 2014, le naufrage d'un bateau ramenant des réfugiés congolais d'Ouganda en RDC y avait fait 210 morts. Haïti se prépare à aller aux urnes demain dimanche. Plus de 6 millions d'électeurs sont convoqués dans les urnes pour élire leur président, leurs députés et leurs sénateurs. L'ouragan Mathieu, qui a ravagé la moitié du pays le mois dernier, avait forcé un nouveau report des élections. Les autorités assurent que les centres de vote détruits ont été suffisamment réhabilités pour accueillir les électeurs. Cependant, une crainte demeure. Les Haïtiens vont-ils se déplacer pour voter? L'ONU appelle à la mobilisation citoyenne tout en reconnaissant les difficultés quotidiennes subies par les milliers de sinistrés. En sport, football, la CAN féminine 2016 qui a démarré aujourd'hui au Cameroun. Le pays organisateur a bien commencé la CAN 2016 dames. Les Lions ont battu en match d'ouverture cet après-midi à Yaoundé les Égyptiennes sur le score de 2-0. Le Cameroun avec les Lions indomptables entre ainsi en force dans la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes samedi aujourd'hui, place maintenant à la page culture de cette édition. Nous commençons par Grand Bassam pour se déroule l'Abissa. Comment assurer la sauvegarde du statut de patrimoine de l'UNESCO du quartier France de Grand Bassam? La question était au centre d'une conférence organisée par le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Herman Niamien, pour le reportage. Octobre 2012, le quartier France de Grand Bassam est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le résultat de plusieurs années d'action menées par le gouvernement ivoirien. Désormais patrimoine de l'UNESCO, le challenge aujourd'hui est de faire en sorte que ce statut ne se perde pas.
C'est tout le sens de cette conférence prononcée par le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire sur le thème « Quelle stratégie de sauvegarde du statut de patrimoine mondial de l'UNESCO du quartier France de Grand Bassam ». Le label que l'UNESCO octroie pour classer un site sur la liste du patrimoine mondial n'est pas un label qui s'obtient pour de bon. Et c'est un label qui se mérite. Il faut veiller donc à prendre des actions pour protéger, préserver le site pour qu'il puisse demeurer durablement sur la liste. En plus du prestige que cela représente, l'inscription d'une ville au patrimoine mondial de l'UNESCO suppose que la ville peut bénéficier de divers fonds pour l'entretien des bâtiments historiques. Elle peut aussi générer des emplois pour la jeunesse avec l'arrivée des touristes. C'est pourquoi le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme propose que la Bissa soit davantage valorisée afin qu'il contribue à assurer la pérennité de l'inscription du quartier France de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut valoriser à travers plusieurs activités. Et notamment, aujourd'hui, pour valoriser Bassam, la Bissa est pour nous un vecteur. On se rend compte qu'aujourd'hui, comme le disait le comité Abissa, rien que hier, ils ont eu à peu près 300, voire 400 étrangers qui sont venus visiter la Bissa. Les échanges qui ont suivi ont permis aux populations de comprendre le rôle qu'elles doivent jouer afin de sauvegarder ce statut de patrimoine mondial de l'UNESCO de la première capitale de Côte d'Ivoire. Bidefait et le Yeli Théâtre sont en tournée à travers tout le pays pour apporter leur contribution à la relance du théâtre en Côte d'Ivoire. À Boaké, cette troupe a présenté sur la scène du Centre culturel Jacques Aka sa nouvelle création Au cœur du pouvoir. Au cœur du pouvoir, une pièce théâtrale présentée au public du Centre culturel Jacques Aka de Boaké. Bidefait, Jimmy Danger, Bazé Thérèse, Tao Perpétuus Sommet, Diomandé Bassamouka et Dibé Claver dit Fleck et Fleck. Ces acteurs du Djeli Théâtre invitent les chefs d'État africains à rester attachés à la démocratie. Bidefait, dans le rôle du président de la République, demande la mise aux arrêts de son fils, auteur d'un viol sur mineur. Une décision qui n'est pas partagée par son épouse, qui veut porter atteinte à la sûreté de l'État. Tout sera mis en œuvre pour que justice soit rendue contre vents et marées. A été condamné à 20 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende pour viol. Ainsi, vive la démocratie au Djeliko. Je vous remercie. Ce n'est pas le public qui dira le contraire. Cela fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vécu de belles soirées avec des artistes de renommée en Côte d'Ivoire ici. Cette représentation symbolise également la survie du théâtre en Côte d'Ivoire. On est en train de tourner un peu à travers la Côte d'Ivoire afin de donner une âme d'existence quand même au théâtre. Après Boaké, Bidefait et le Djeli Théâtre visiteront Mans, Ouangolodougou et Niéli. On arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, M. Koulibaly Keletigui. Bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. Alors moi, j'ai toujours eu envie de vous poser cette question. Pourquoi le festival des lacs et lagunes pour parler de relance du cinéma? Un festival des lacs et lagunes pour parler de relance du cinéma. Parce que, vous savez, Abidjan a toujours été connu comme étant la perle des lagunes. Et ce festival-là, il est arrivé à un moment où l'image de la Côte d'Ivoire était ternie. C'est en 2011 que le voilà, festival c'est ça. Et donc l'image était ternie. Alors, en cherchant vraiment le meilleur nom pour ce festival, on a estimé que ça devait être un festival qui devrait aussi avoir pour mission de porter la restauration de cette image de Abidjan, la perle des lagunes. Et comme aussi, en même temps, nous voulions, dans ce projet de festival, faire un lien avec Grand Bassam parce qu'on voulait ressusciter un peu le cinéma qui était mourant. Nous avions inscrit de faire entrer Grand Bassam. Qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Et qui est la salle où existe la première salle de cinéma en Côte d'Ivoire, qui est à Grand Bassam. D'accord. Nous allons voir comment ce festival a démarré. Notre reporter Franck Croidio est à la cérémonie d'ouverture. Nous allons regarder et revenir sur le plateau pour l'entretien.
Une limousine face au centre culturel Jean-Baptiste Moquet et en présence de la reine-mère d'Enzima Kotoko, le cinéma à l'honneur dans la cité insulaire. Grand Bassam est choisi pour l'ouverture du Festival international du film des Lagunes, 5e édition. Le combat, c'est toujours remettre le cinéma dans le cœur des Ivoiriens. On a beau construire les salles, si on n'a pas de public, ça ne sert à rien. Donc depuis 5 ans, nous faisons ce travail pour aller vers le public, pour les ramener, pour les réconcilier avec le cinéma. Réconcilier le public avec le cinéma en salle, l'accent est mis sur les projections jeunes publics en adéquation avec le thème jeunesse et créativité. 23 films sur 25 projetés sont en compétition cette année. Et pour marquer le coup, sans regret, du jeune réalisateur ivoirien Jacques Trabi est le film projeté ce soir. Il plaît au public. Mais j'ai vu. À quoi je sers dans cette maison? Je parle d'un monsieur qui travaille mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, c'est difficile. Cinéma de proximité pour susciter l'engouement. Un 7e art qui devrait de plus en plus s'affirmer. Le cinéma, ça inspire chacun de nous à pouvoir s'orienter dans la vie et prendre certaines dispositions pour le bien-être de tous, quoi. Quand on parle de développement d'un pays, il faut qu'on allie la culture. Nous croyons fermement au cinéma. Nous croyons que le cinéma est un secteur pourvoyeur de devises. Le Festilag, c'est aussi la formation et le financement de projets de jeunes acteurs. Plusieurs communes et villes seront sillonnées. L'apothéose, c'est ce samedi 19 novembre où sera décerné le Grand Prix des Lagunes. Et l'apothéose, c'est maintenant même? C'est en ce moment même à Grand Bassam, au Centre de culture Jean-Baptiste Moquet. D'accord. Alors, cette 5e édition est placée, vous mettez l'accent sur la jeunesse. C'est ça, sur le signe Pourquoi une telle option? Sous le signe de la jeunesse et la créativité. Parce que, vous savez, nous sommes convaincus aujourd'hui, après 5 années d'exploitation, que c'est avec la jeunesse que nous pourrons reconquérir des salles et que c'est avec la jeunesse qu'on pourra réouvrir des salles commercialement exploitables. Vous avez choisi Abidjan et Grand Bassam pour cette 5e édition. Les choses se déroulent comme vous le voulez. Est-ce que le public répond? Le public répond, mais il pourrait répondre encore plus si nous avons beaucoup plus de moyens de communication. Mais pour le moment, nous essayons de faire un travail qualitatif. C'est dans ce sens que, comme vous pouvez le voir dans ces images, que nous faisons des projections à Bobo, voilà, pour le jeune public, pour les lycées et collèges. Et toutes les projections qui ont eu lieu à Bobo étaient salles comme on a dû refuser des classes. Oui, parce que... Et là, ce qui m'a étonné, c'est que vous ne projetez pas vos films dans les salles de cinéma, mais plutôt dans les salles de classe. Pourquoi? On projette les films dans les espaces qui sont proches du public. Donc vous éloignez des salles de cinéma? Non, c'est vos ambitions de voir ces salles-là rouvrir. Alors pourquoi? Notre ambition, c'est d'ouvrir des salles, mais des salles populaires, des salles qui sont à la portée du grand public. Et les salles qui sont là, qui existent aujourd'hui, sont des salles qui, par destination et par rapport aux tarifs qu'elles proposent, ne sont pas pour le grand public. Et nous, notre ambition, c'est de faire revenir le grand cinéma populaire qu'on a connu dans les années 70, où tout le monde vraiment a accès au cinéma, que ce soit économiquement que culturellement. Alors, votre ambition pour Festilag est claire, vous l'avez dit, c'est de relancer l'industrie du cinéma. Alors, pensez-vous avoir atteint vos objectifs après 5 ans? Après 5 ans. Parlons de retombées du 7e art. En parlant de retombées. Après 5 ans, on estime que aujourd'hui, on assiste à un engouement qui est réel. On l'a vu. Voilà. En plus de l'engouement, on assiste depuis 5 ans à l'ouverture de salles. Donc, vous avez dit tantôt, oui, ces salles-là. Oui, ces salles-là, malheureusement, elles ont ouvertes, mais elles pratiquent des tarifs qui font qu'elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Parce que vous n'avez pas les moyens d'accéder à ces salles, moyens financiers, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire? Oui, non seulement nous n'avons pas les moyens d'y accéder, mais ce n'est pas notre objectif. Car nous voulons un cinéma qui est populaire, qui est pour tout le monde. Donc, qui voilà. sera donc à la portée. À la portée de la bourse
du grand public. D'accord. Vous rêvez de devenir rapidement un festival comme celui de Cannes. Avez-vous les moyens de votre politique? Si oui, quels sont ces moyens rapidement? Vous savez, à notre avis, le plus grand moyen, c'est l'ambition et la détermination et l'envie d'y arriver. Donc vous avez la volonté. Nous avons la volonté d'y arriver. Vous avez les moyens financiers. Et nous n'avons pas de moyens financiers aujourd'hui, mais nous avons des atouts qui devraient pouvoir transformer notre volonté. Quels sont ces atouts rapidement? Mais les atouts, c'est que nous avons une ville comme Grand Bassam, qui est au patrimoine de l'humanité, où existe une des plus grandes royautés de la planète, mais qui est méconnue. D'ailleurs, qui a pris part à la cérémonie d'ouverture. Voilà. Vous voyez, cette année, et c'est un travail qu'on a fait depuis plusieurs années, cette année, c'est un aboutissement qui montre déjà que aujourd'hui, donc, la communauté traditionnelle de Grand Bassam vous accompagne. Voilà, nous accompagne et s'ouvre à nous. Et donc, pendant la Bissa, nous avons fait des projections, mais nous souhaitons, dans l'avenir, faire encore plus en permettant au monde entier, à tous nos partenaires qui sont dans le monde, dans le cinéma, à faire venir des milliers de visiteurs qui vont venir découvrir la Bissa pendant la journée, pendant les moments traditionnels et les soirs, découvrir les films. Ainsi, Grand Bassam pourrait devenir une grande destination pour le tourisme culturel. Merci beaucoup, M. Coulibaly Keletigui. Merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture. Et le Festival Axis s'annonce pour l'année prochaine. Bon succès donc pour votre aventure. Ce journal est terminé, vous l'avez compris. Merci à la réalisation, à toute l'équipe technique qui m'a aidé à le présenter. Merci à vous tous de continuer à nous suivre à travers le monde. À demain 20h.